Alors, bonsoir à tous et bienvenue à notre nouvelle soirée rencontre sur le deuil. On est très content d'être avec vous ce soir. On vous a manqué, comme vous savez, en octobre, traditionnellement, on faisait place à un colloque qui, malheureusement, pour les raisons que vous connaissez, n'a pas eu lieu cette année. Donc, voilà, mais on vous expliquera on vous a réservé quelques petites surprises à ce sujet-là et toujours en espérant vous aider. Alors, la plus cordiale bienvenue à tous et quelques nouvelles en commençant. Donc, le cycle de nos soirées rencontres sur le deuil s'est poursuivi en ligne, comme vous savez, depuis avril et pour les raisons que vous connaissez. Et on a quand même gardé le rythme. Et ce soir, c'est l'avant-dernière pour 2020. La prochaine soirée, qui sera aussi virtuelle, bien sûr, pandémie oblige, aura lieu le 7 décembre. Et vous pourrez aller sur le site web pour en connaître les détails prochainement. On est en train de concocter là, les dernières informations relativement à notre invité qui accompagnera Mme Joanne de Montigny, notre psychologue. Alors voilà, j'ai une annonce à vous faire depuis plus d'un an maintenant, avec une équipe importante et avec l'aide très précieuse de Joanne de Montigny, bien sûr. On a mis en place un nouveau site web, un site web dédié qu'à des informations, des événements, des références sur le deuil. Alors, je vous l'annonce ce soir, la première version est en ligne depuis déjà à peu près une semaine. C'est une version de début, une version test, mais déjà, vous pouvez consulter. Alors, c'est, vous le voyez au bas de l'écran sûrement, infodeuil.ca. En infodeuil en un mot.ca. Et vous y retrouverez, c'est assez précieux parce que vous aurez accès à tous les références qui étaient auparavant sur le site du Repos Saint-François d'Assise, rsfa.ca. Maintenant, tout est regroupé sous infodeuil.ca et vous pouvez communiquer avec nous, avec Infodeuil. Il y a des liens un peu partout sur le site. Vous y trouverez aussi plusieurs nouveautés, entre autres de nouveaux textes qui sont des textes de Joanne de Montigny. Donc, sous la rubrique là, au plus près du deuil, si vous allez dans Deuil en haut, vous allez voir au plus près du deuil. Alors, c'est une série de textes qui se bonifieront, s'ajouteront au fil du temps et déjà quelques textes y sont. Donc, c'est très intéressant. Je vous invite à y aller et à consulter cet nouvel outil. Cet outil-là a été mis en place pour vous en espérant que ça puisse vous aider tout au long du chemin et du travail qu'on a à faire pour traverser le deuil. Donc, voilà pour l'annonce. Je vous parle brièvement du colloque d'octobre qui n'a pas eu lieu. On a décidé d'un commun accord avec Joanne de Montigny de remplacer l'événement par de nouvelles capsules web. Donc, c'est des entrevues, des dialogues entre Joanne de Montigny et des invités. Déjà, deux sont en ligne, alors vous pourrez retrouver les capsules web et d'autres aussi qui avaient été déposées sur le site web au fil du temps durant l'été. Alors, vous y avez accès dès maintenant et on est très content de ça. Et on espère que, encore une fois, tout ça pourra vous accompagner, vous aider tout au long de ce cheminement. Donc, ceci étant dit, je m'empresse de céder la parole à Joanne de Montigny. A-t-elle besoin de présentation? Tout le monde connaît bien Joanne de Montigny, psychologue, auteure, conférencière. Elle a consacré sa carrière qui continue toujours au deuil, à tout ce qui entoure les facettes du deuil, du mourir. Et on a le plaisir au Repos Saint-François d'Assise de l'avoir avec nous pour nous accompagner dans toute la démarche d'accompagnement des endeuillés. Alors, je la remercie beaucoup et je lui cède la parole. Elle va en même temps vous présenter notre invité de ce soir. Alors, je vous souhaite une bonne soirée rencontre et je vous reparle au moment des questions à la fin. Merci. À toi, Joanne. Eh bien, ton mot finit par merci et le mien commencera aussi par merci. Merci au Repos Saint-François de permettre ces rencontres mensuelles qui sont si précieuses. Et je pensais aussi, Alain, ce soir, que
même si au début, on souffrait, puis on en souffre encore, de ne pas être regroupé en présence, tout le monde, où on se retrouvait dans une petite salle avec la chance de nous rencontrer, la chance d'échanger de visu, eh bien, je trouvais que ce soir, il était temps qu'on se retrouve. C'est le mois de novembre, la vie est un peu chamboulée avec tout ce qui se passe autour de nous. Et avec la prochaine invitée que j'ai tellement hâte d'entendre et de vous présenter peut-être pour certains qui la connaissez, vous l'aurez entendu, soit au repos Saint-François d'Assise ou ailleurs, parce que nous l'avions invitée déjà. Où est-ce qu'elle nous avait donné une très belle conférence autour des enfants en deuil. Et ce soir, je lui ai demandé, on a parlé ensemble, Claire et moi, ça fait des années qu'on se connaît. Et on a discuté au téléphone, qu'est-ce qu'on pourrait bien vous offrir, qu'est-ce qu'elle pourrait vous offrir. Est venu le titre qu'elle m'a proposé, Histoire de deuil, histoire de vie. J'ai beaucoup aimé parce que je me dis que oui, il y a le deuil et il y a la vie. Et c'est clair que pour traverser les épreuves, il nous faut aussi la lumière de la vie. Alors, je crois que ça tombe bien que nous ayons Claire ce soir. D'ailleurs, juste son prénom, Claire, ça nous dit comment elle va peut-être nous sortir des noirceurs qui nous habitent parfois autour du deuil. Je vous la présente et je vous remercie d'être là avec nous, à l'écoute. Et n'oubliez pas qu'après la conférence de Claire Foch, vous pourrez adresser vos questions, lui adresser les questions. Elle va vous répondre, je serai là aussi et nous serons ensemble. D'ici là, on se retrouve très, très bientôt. Je vous présente Claire Foch. Elle est coach en relations humaines. Elle se spécialise en accompagnement émotionnel pour les personnes qui sont atteintes de cancer ou d'autres maladies invalidantes. Elle se consacre aussi aux proches aidants. C'est important parce que parmi vous, il y a des personnes qui ont accompagné leurs parents ou un membre de la famille. Et bien sûr, par les temps qui courent, l'accompagnement se fait de plus en plus difficile. Elle va nous en parler. Alors, son apport qui dure depuis des années dans le contexte du deuil, de la maladie, du soutien, de la mort, tous ces sujets qui sont peut-être lourds, mais qui sont abordés par elle, par le biais de la vie, nous apportent vraiment des pistes de réconfort. Alors, elle est comme quelqu'un qui se présente en complément aux services qui existent déjà. Et ça, c'est important parce que les services actuels peuvent parfois être débordés, Claire aussi, j'imagine, mais ça nous fait une référence de plus pour savoir qu'elle est là et qu'elle peut accompagner une personne qui souffre d'isolement, de solitude devant la grande épreuve. Alors ce soir, on a pensé que le deuil, dans toutes ses circonstances, non seulement dans la maladie, mais aussi pour les personnes qui ont perdu un être cher par suicide ou à la suite d'un événement catastrophique, je crois qu'on pourra inclure ces peines qui sont à la fois particulières et qui nous rejoignent malgré tout parce qu'on sait qu'on n'est pas à l'abri de perdre soudainement un être cher. Alors Claire, je te cède à mon tour la parole. Je te dis surtout déjà un grand merci d'avoir accepté notre invitation et j'ai bien hâte avec tout le monde qui vient de se joindre à nous de t'entendre et puis après d'être en dialogue avec toi. À tout de suite, je te cède la parole.
Merci. Merci infiniment, Joanne. Merci, Monsieur Chartier, pour cette belle invitation de ce soir. Je suis très contente d'être parmi vous pour ces lundis. Ces lundis, comme vous avez dit l'un et l'autre, je veux dire, qui sont cette façon de pouvoir continuer à être en lien, même si ce n'est plus en lien direct, en lien où on peut se toucher, se voir. Oui, on peut se voir par l'image, hein. Et donc, je ne vous vois pas, vous, hein, qui êtes chacun à la maison face à votre écran, mais je devine comme un petit fil invisible, mais bien réel, hein, qui nous rejoint tous et toutes ce soir pour ce moment de retrouvailles. Et je trouve aussi formidable que vous ayez, toi, Joanne et Monsieur Chartier, ensemble, que vous ayez pensé à trouver cette solution, je veux dire, pour continuer à vous entendre, à vous parler, à échanger, hein, et à nourrir cette réflexion et à nourrir ces moments d'échange si précieux. Si précieux, comme vous l'avez dit, particulièrement dans ces moments, hein, dans le contexte dans lequel on vit. Donc oui, histoire de deuil, histoire de vie, comme on en avait parlé, Joanne, effectivement, c'est le titre qui est monté. Hein, j'avais envie de parler de plusieurs histoires de personnes qui m'ont marqué. J'aurais pu en choisir bien d'autres parce que beaucoup de personnes sont restées très marquantes, hein, je veux dire, sont très présentes à ma mémoire, très souvent, je veux dire, pour toutes sortes de raisons, un lien, un prénom, un âge, etc., hein, qui fait que je me souviens de telle ou telle personne que j'ai pu accompagner, qui est venue déposer un peu sa peine, hein, sa tristesse dans mon bureau. Alors, oui, que ce soit un deuil suite à un suicide, que ce soit un deuil, le deuil d'un conjoint, d'une conjointe, que ce soit le deuil d'un enfant ou un enfant endeuillé d'un parent, ou encore un deuil dont je vous parlerai peut-être un petit peu à travers l'histoire d'une personne qui est venue me rencontrer, un deuil dont on parle peut-être moins souvent, qui est moins connu aussi, qui s'appelle le deuil périnatal, hein, lorsque donc on perd un bébé, hein, je veux dire dans les tout premiers jours suite à la naissance ou même au cours d'une grossesse, hein, et qui est aussi un vrai deuil. Hein. Donc, vous parlez de toutes ces personnes qui sont, de ces quelques personnes dont je vais vous parler, hein, qui sont venues et qui ont cherché à avoir un certain réconfort à travers ces rencontres. Alors, il me vient peut-être à l'esprit, il m'est venu en tout cas spontanément à l'esprit l'histoire de ce petit garçon environ qui devait avoir à peu près 9 ans au moment où je le rencontre. C'est un jeune garçon dont on dit, vous savez, quand on parle de temps en temps de certaines personnes dont on dit qu'ils sont des vieilles âmes. Ce petit garçon était une vieille âme à mes yeux, un petit garçon absolument formidable de réflexion, comment je dirais, d'une profondeur par rapport à sa vie, des questions existentielles, etc., du haut de ses 9 ans qui était assez impressionnant. Ce petit garçon, son histoire est la suivante. Ses parents sont séparés depuis quelques années. Sa maman a un nouveau conjoint depuis quelques années aussi. Et donc, lui et son frère, il a un frère aîné, passent une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre. Et le papa ne va pas bien. Le papa ne va pas bien depuis longtemps. Et à un moment donné, je veux dire, le papa attente à sa vie et se suicide. Ce petit garçon arrive dans mon bureau accompagné par sa mère. Et lors d'une des premières rencontres, il va me dire, Claire, j'ai l'impression que c'est parce que je n'ai pas toujours obéi et dit oui à tout ce que mon père me demandait. Je me demande si il aurait posé ce geste. Hein, il se questionnait à savoir s'il avait toujours été obéissant, répondant, le petit garçon parfait, hein, si son papa aurait été encore là. Et toute cette tristesse, je veux dire, qu'il habitait, toute cette lourdeur, cette culpabilité, hein, qu'il portait. Culpabilité qu'on retrouve beaucoup, j'en profite un petit peu pour le dire, hein, Joanne, tu m'as présenté un petit peu comme quelqu'un qui avait donné une conférence sur le deuil chez les enfants, et c'est vrai que la cause des enfants est une cause qui m'est chère. Et chez les enfants, je veux dire, il y a très souvent, lorsque un parent ou un proche décède, ce questionnement, est-ce que c'est de ma faute? Pas formulé comme ça forcément, je veux dire, mais se questionnant vraiment sur la responsabilité
qu'il aurait pu ou qu'elle aurait pu avoir. Hein, est-ce que j'ai toujours été gentille? Est-ce que j'ai bien répondu? Est-ce que j'ai fait les choses comme il fallait? Est-ce que j'aurais dû? Est-ce que j'aurais pas dû? Etc. Beaucoup de questionnements de cet ordre-là. Et puis, je peux dire aussi, hein, puis on le sait souvent, je veux dire que lorsqu'une personne vit un deuil par suicide, dans la question par rapport au suicide, il y a aussi beaucoup, beaucoup de culpabilité. Hein, puis on en reparlera un petit peu tout à l'heure. Donc, ce petit garçon, je l'accompagne et bien évidemment, je veux dire, lorsque j'accompagne un enfant, ce n'est pas avec les mêmes outils, je dirais, que lorsque j'accompagne un adulte. Hein. Donc, les outils en question sont beaucoup des outils appropriés, hein, je veux dire, en lien avec le monde de l'enfance. Alors, ce sont des histoires, ce sont des jeux de rôle par le biais de petits personnages, tout un matériel, ce sont bien sûr des dessins, ce sont des histoires symboliques aussi, parfois, toutes sortes de choses. Et là, j'aimerais vous parler des dessins que ce petit garçon a pu faire. Entre autres, je demande souvent aux enfants, et je lui ai demandé, je veux dire, de dessiner son visage, hein, dans un cercle, en réponse à des questions précises, au lieu de répondre par la parole, par les mots, hein, de répondre par un coup de crayon, de feutre, comme l'enfant veut. Donc, j'ai donné à ce petit garçon des assiettes en carton, hein, dont le fond représentait le visage, hein, le cercle, et plusieurs questions. Et je vais vous parler surtout d'une des questions. La première, c'était comment tu t'es senti lorsque tu as appris la nouvelle, hein? Et ce petit garçon a dessiné en 2 coups de crayon un visage qui parlait tellement de tristesse, de lourdeur. Je veux dire, il avait dessiné ses 2 yeux avec les paupières noircies. Il avait dessiné des torrents de larmes comme ça, je veux dire, en pointillés sur les joues. Et puis, il avait fini par une bouche, comme ils disent, dire souvent les enfants quand ils sont jeunes, une bouche à l'envers. Donc, c'était vraiment toute l'expression de sa peine, toute l'expression de cette lourdeur, cette tristesse, cette peine immense, immense. Et plusieurs autres questions que je peux poser, là je ne vous en parlerai pas forcément, je veux dire en tout cas des dessins de ce petit garçon, mais ce que je trouve intéressant dans cette façon d'aborder le deuil avec un enfant, surtout un enfant un petit peu plus jeune, c'est que le dessin parle de lui-même. Et bien évidemment, je ne vais jamais, comment dire, exprimer ce que moi je ressens par rapport au dessin, mais laisser l'enfant exprimer, je veux dire raconter finalement son dessin. Hein. Donc, ces questions, ça peut être aussi, par exemple, comment je me suis sentie lorsque, aux funérailles, hein, lorsque j'étais au salon funéraire, ou bien, et j'essaye toujours de terminer par une question qui risque d'amener une émotion plus positive, plus agréable d'une certaine façon. Et cette question, ça peut être comment je me sens lorsqu'on prend soin de moi. Hein. Et en général, là, on voit un petit sourire et des yeux un petit peu plus vivants. Donc ça, c'était l'histoire de ce jeune garçon très, très touchant. Hein, je veux dire que donc j'ai accompagné durant quelques semaines. Et puis, j'ai longtemps hésité, mais je voulais vous parler aussi de cet homme que je rencontre, un homme qui a dans la jeune cinquantaine, qui a 2 jeunes adultes, une fille, l'aînée, environ 18-19 ans, un garçon un petit peu plus jeune, et qui vient de perdre son épouse. Il vient de perdre son épouse. Son épouse a appris environ 1 an plus tôt qu'elle souffrait d'un cancer et infirmière de métier, elle sait déjà, je veux dire, qu'elle n'aura pas forcément gagné la bataille, comme on dit. Et donc, tout cet accompagnement, je veux dire, cette femme donc, est accompagnée par son conjoint, elle est hospitalisée à la maison et ses 2 enfants sont présents aussi. Et comme je vous le mentionne déjà, je veux dire, mais je vous en parlerai après, je veux dire, sa jeune fille, donc l'aînée, est très présente, s'occupe beaucoup de sa mère pendant tous ces mois. Et lorsque je rencontre cet homme, je veux dire, donc, il est en deuil, il vient de perdre sa femme et il me dit, presque dans la première rencontre, je n'ai pas pu la sauver.
hein, je n'ai pas pu la sauver. Et ça aussi, c'est quelque chose qui parle tellement de culpabilité, de cette... j'aurais voulu, j'ai fait tout mon possible, mais je n'ai pas réussi. C'est un homme totalement dévasté, abattu. Il me parle de son couple, du couple qu'il formait donc avec sa conjointe, en me disant on était un couple fusionnel, très fusionnel. Tout ce qu'on faisait, je veux dire, toutes nos décisions, tous nos projets, tout était fait vraiment, je veux dire, les décisions, les projets, tout se faisait à deux. Et là, c'est comme une partie de lui qui n'est plus. Et dévasté comme il est, je veux dire, il y a quelque chose où il est très frappé par le fait qu'il n'arrive plus à prendre de décision, il n'arrive plus à, c'est ça, à décider, même dans de simples choses du quotidien, c'est devenu impossible. Et je dois vous préciser peut-être que cet homme donc avait une entreprise, je veux dire, à la tête de laquelle il était et il avait un certain nombre de collaborateurs, je veux dire, et partait voyager à travers le monde, etc., pour son travail. Donc, des décisions, il en prenait au quotidien. Il en prenait au quotidien, on avait l'habitude, mais là, il était totalement démuni. Et me disait-il, ma vie n'a plus de sens. Ma vie n'a plus de sens. Au bout d'un certain temps, je veux dire, il s'est aussi inquiété pour ses deux enfants. Pour ces deux enfants, ce qui est aussi, je veux dire, ce qu'on voit très souvent, je veux dire, en tant que parent, bien sûr, de s'inquiéter pour les enfants lorsqu'il y a un deuil, un décès comme ça brutal. Et il s'inquiétait particulièrement pour son fils. Donc, il s'est beaucoup, de ce qu'il me disait, renfermé, en retrait, beaucoup enfermé dans sa chambre, etc. Beaucoup moins présent, n'évoquant pas beaucoup, je veux dire, sa mère, en parlant peu. Tandis que sa jeune fille avait été donc plus présente, faisant la toilette de sa mère, je veux dire, étant dans des tâches plus ménagères, quotidiennes, etc. Mais en même temps, prenant beaucoup en charge à travers ce que son père finalement me partageait, prenant beaucoup en charge son père qu'elle voyait vraiment dans un état très désespéré, j'ai envie de dire. Et donc, cette jeune femme, je ne l'ai pas vraiment rencontrée, mais j'en ai entendu parler, bien sûr, je veux dire, par son père. Et ce que je pouvais craindre pour elle, c'est comment dire, qu'elle prenne un peu en charge son père au risque de mettre son propre deuil de côté. Un deuil qui serait sûrement à faire sans doute plus tard. Donc, il y a aussi un élément dont je voulais vous parler par rapport à cet accompagnement de cet homme touchant. C'est aussi lorsqu'il partageait avec moi le fait qu'il se sentait tellement déçu, blessé par le fait que ses amis, des amis proches, des amis, et ils en avaient beaucoup, des amis de couple, des amis qu'il partageait, étaient incapables, me disait-il, de l'accompagner, d'être présents pour lui, que ses amis étaient souvent à exprimer des banalités, des phrases toutes faites, ou même carrément évitant un peu le sujet. Donc, toutes ces choses qui sont si souffrantes. Et puis, vous qui nous écoutez devez sûrement le savoir vous-même, je veux dire, ces choses qui sont si souffrantes, alors que, au contraire, lorsqu'on est en deuil, on a besoin de pouvoir parler de la personne décédée. On a besoin de pouvoir l'évoquer, de pouvoir raconter, de pouvoir mentionner son nom. Je veux dire, la garder vivante d'une certaine façon pendant un temps encore. Et ça, c'est quelque chose dont bien des endeuillés souffrent et partagent dans mon bureau. Bien des personnes en deuil, effectivement, expriment à quel point c'est quelque chose dont ils auraient besoin et qui crée certaines tensions avec leurs amis, avec leurs proches, avec leur entourage. Donc, ce partage. Et puis, je voulais vous parler aussi de cet homme que j'ai rencontré, un homme dans la jeune quarantaine, fin trentaine peut-être. Cet homme qui est en couple, qui est le papa de deux petites filles, l'aînée a à peu près 7 ans, la plus jeune a 5 ans, et l'aînée reçoit, et la famille reçoit un diagnostic de cancer. Donc l'aînée, la plus âgée, je veux dire, est atteinte de leucémie, et durant de longs mois, elle va
aller de la maison à l'hôpital Sainte-Justine, revenir à la maison avec tout ce que ça peut signifier d'espoir, de désespoir, d'attente de résultats, d'anxiété en lien avec ces résultats, etc. Donc c'est un papa, je veux dire, quand je le rencontre, qui est en deuil. Sa petite fille est décédée au bout de presque 1 an de maladie. Un papa qui est révolté, un papa qui est en colère, qui est frustré, qui ne comprend pas, je veux dire, qui vit un sentiment d'injustice. Hein, comment ça se peut qu'un enfant meure comme ça, je veux dire, comment c'est possible? Et puis à ça s'ajoute, à cette peine, s'ajoutent aussi des difficultés au sein du couple. Les difficultés, j'en parle parce que je l'entends, je les entends souvent, ces difficultés-là, au sein d'un couple qui perd un enfant, c'est-à-dire une difficulté parce que l'un et l'autre, que ce soit le père, la mère, les conjoints, en tout cas, je veux dire, ne vivent pas leur deuil de la même manière, ni de la même manière, ni même parfois au même rythme, n'expriment pas les choses de la même façon, ne le vivent pas de la même façon. Hein. Et ça peut être quelque chose de très douloureux, très difficile à comprendre. Hein. Pour l'instant, par exemple, j'accompagne une jeune femme qui vient de perdre son adolescent de façon brutale, accidentelle. Et une des difficultés dont elle me parle, je veux dire, c'est justement de voir que, à ses yeux, à elle, bien sûr, hein, son conjoint n'a pas l'air de souffrir comme elle. Hein. Donc, de ne pas partager hein, ensemble ce même degré de souffrance, si on peut dire, des choses comme ça. Donc, si je reviens à ce papa donc, qui vit des choses difficiles dans son couple, qui vit bien sûr un deuil hein, épouvantable, et qui, un jour, entend sa plus jeune, donc la petite qui a 5 ans, entend un jour sa plus jeune lui dire « Papa, tue-moi parce que je veux voir ma sœur. » Hein. Et ça aussi, c'est une parole d'enfant qui, à cet âge-là, hein, n'a pas la compréhension, bien sûr, de la mort comme nous l'avons, je veux dire, ou comme à partir de l'adolescence, en principe à peu près, je veux dire, on peut la voir. Hein, c'est-à-dire que quand l'enfant est jeune comme ça, il pense encore que la mort est irréversible. Hein. On peut être mort et ne plus être mort. Donc cette petite fille exprimait le besoin, le désir de retrouver sa grande sœur. Hein. Mais ce père, évidemment, était bouleversé par les paroles de sa petite. Et puis, il a cheminé, oui, pendant de longs mois, je l'ai accompagné. Un jour, il arrive avec 2 photos. Il me dit « Claire, je voudrais te montrer quelque chose. » Et il me montre 2 photos. Une photo de sa petite avant qu'elle ne soit malade. Petite fille de 7 ans, au regard un peu coquin, des petites lulus, bien en vie. Et puis la deuxième photo, c'est la même petite fille, mais malade, quelques semaines avant de décéder, ayant subi toutes sortes de traitements, qui bien sûr a grandi, mais a aussi beaucoup gonflé, beaucoup enflé suite aux traitements, hein, je veux dire des cortisones, etc. Donc il me dit, j'ai eu à faire 2 deuils. Le deuil de ma petite d'avant et le deuil de mon enfant qui n'est plus. Hein, j'avais trouvé ça très, très, très touchant. Hein, effectivement, je veux dire, hein, cet homme donc avait plus le goût d'aller travailler, plus le goût, ne voyait plus l'intérêt pour le travail, l'intérêt qu'il portait avant à son travail, ça n'avait plus de sens. Hein, donc pendant un certain temps, il a été en arrêt de travail, bien sûr, et puis graduellement a émergé en lui, et ça, je trouve ça très, très beau et très fort et très, assez fréquent malgré tout, tu me diras, Joanne, mais dans le sens où il avait le désir de créer une fondation. Créer une fondation, créer quelque chose en mémoire de sa petite, hein, pour que hein, elle ne soit pas décédée en vain, comme il disait. Puis on le voit, on le sait, hein, on n'a qu'à penser par exemple à la fondation Charles Bruno, justement, hein, qui vient en aide à des enfants atteints de cancer et à leurs familles. Hein, à quel point, je veux dire, c'est donner un sens. Hein. Je pense qu'on est des êtres de sens. On a besoin de donner un sens à ce qui arrive, à ces catastrophes hein, qui fracassent notre vie parfois. Hein. Et donc, voilà, ce papa, je veux dire, était parti pour créer quelque chose au nom de sa petite fille. Et puis, je voulais vous parler aussi d'une jeune femme que je rencontre la fin trentaine à peu près lorsque je la rencontre.
elle est en deuil de son bébé. Hein. Elle a un premier enfant qui a 3 ans, un petit garçon, et puis avec son conjoint, il souhaitait avoir un deuxième enfant. Le fait de tomber enceinte a été difficile, a été exigeant, a été long, etc. Puis finalement, le couple est tout heureux, je veux dire, attend ce deuxième enfant, et c'est le bonheur. Et puis, assez rapidement, malheureusement, des complications arrivent les unes derrière les autres, hein, je veux dire, et elle doit assez précocement dans sa grossesse garder le lit pour pouvoir essayer de mener à terme, hein, cette grossesse. Et malgré tout, elle va perdre son bébé. Hein, donc ces jeunes parents vont perdre leur bébé, un bébé très très attendu, hein, puisque c'est ça, je veux dire, c'est une grossesse un peu tardive. Hein, donc voilà. Et lorsque je la rencontre, elle me raconte entre autres à quel point ça a été difficile et exigeant, hein, d'avoir à accoucher d'un bébé qui était mort, d'un bébé décédé, alors qu'elle était à un étage où elle entendait tous ces bébés pleurer, hein, tous ces bébés qui l'entouraient, ou ces parents qui portaient leur enfant dans leurs bras, etc. Donc beaucoup de douleur, et là aussi beaucoup un sentiment d'injustice et de culpabilité, hein, comme si ce qu'on retrouve aussi souvent, je veux dire, comme si elle n'avait pas été adéquate, comme si elle n'avait pas été capable de faire comme tout le monde et d'avoir un bébé facilement comme la plupart des gens, etc. Donc, beaucoup de questionnements, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je n'ai pas fait, ou que j'aurais peut-être pas dû faire telle activité ou telle chose. Donc, cherchant le coupable, comme souvent, hein, dans ces circonstances. Beaucoup de sentiments c'est ça, d'injustice, de voir que la vie continue autour d'elle. Et puis, son petit garçon, leur petit garçon de 3 ans, hein, sentant sans doute le désespoir des parents, je veux dire en tout cas la difficulté des parents à traverser cette période difficile. Ce petit garçon de 3 ans, je veux dire, a toutes sortes de comportements, hein, bien sûr, qui traduisent son désarroi à lui aussi, hein, parce que les enfants, on le sait bien, ce sont des éponges. Hein, je veux dire, ils ont un 6e, 7e sens, hein, même s'ils ne comprenaient pas les mots, ils comprenaient d'une certaine façon, je veux dire, que ses parents vivaient une grande détresse. Et donc, ce petit garçon se réveille maintenant la nuit, alors qu'il faisait ses nuits, n'est plus propre alors qu'il était propre, hein, réclame les bras beaucoup plus souvent, a du mal à aller à la garderie, toutes les séparations sont plus difficiles. Hein, donc ce petit garçon, je veux dire, exprime lui aussi sa peine, son désarroi. Et un jour, cette maman arrive à nos rencontres, et là, je sens comme un dégagement, quelque chose qui a fait du bien, et elle arrive avec ce qu'elle appelle son scrapbook. Hein. Donc, elle a fait un album et elle a colligé dans cet album tous les maigres petits souvenirs qu'elle pouvait avoir de sa petite fille, parce qu'il s'agissait d'une petite fille, donc du bébé décédé. Alors que ce soit une photo, que ce soit une mèche de cheveux, la photo de la chambre, hein, du bébé, hein, qui était bien sûr toute prête, etc. Et puis, ce couple va participer à un groupe de soutien, un groupe de parole pour des parents qui ont perdu un enfant, mais qui souhaitent en avoir un autre. Hein. Et bien évidemment, je veux dire, c'est une grossesse qui souvent, je veux dire, va se vivre dans beaucoup d'anxiété, on va dire, hein, beaucoup de stress, hein, suite à ce qui s'est passé, évidemment. Donc, ils vont participer à ce groupe. Et puis, je vais perdre ses parents de vue, mais... Et ça, je l'apprécie d'autant plus que c'est pas si fréquent et que très souvent, c'est bien apprécié d'avoir des nouvelles, de savoir, en tout cas, je me questionne, de savoir, tiens, qu'est-ce qu'il est devenu, ou où en est-elle dans sa vie, qu'est-ce qui se passe pour lui, etc. Donc, de personnes que j'ai rencontrées, accompagnées. Et là, un jour, je reçois un petit mot par la poste, donc de la maman, signé du papa aussi, je veux dire, disant que, bon, ça c'est des mois et des mois plus tard, disant qu'ils ont eu un 3e enfant et que c'est un petit garçon, que tout le monde se porte bien, et la maman et le petit garçon, et qu'ils sont très heureux, et voilà, merci beaucoup, etc. Hein, donc ça, c'est toujours un joli moment que d'avoir de ces nouvelles, hein, particulièrement évidemment des belles nouvelles comme celle-là.
Alors voilà un petit peu, je veux dire, je souhaitais vous présenter différentes personnes, différents types de deuil aussi à travers ces personnes, puis vous parler, peut-être que j'aurais dû commencer par là d'ailleurs, je veux dire, mais vous parler un petit peu de ma vision de l'accompagnement, de ma vision de qu'est-ce que c'est pour moi être dans une écoute, je veux dire vraiment, comment dire, de bienveillance, dans l'ouverture. Hein. Alors, je ne vous ferai pas un petit cours de latin, mais l'accompagnement, ça vient du latin. Hein, et le mot latin, c'est compane. Et compane, ça veut dire avec le pain. Donc, le compagnon avec lequel on partage le pain. Donc, il y a ce lien de proximité, il y a ce lien c'est ça, ce lien, hein, se relier à l'autre. Et puis, l'accompagnement, pour moi, c'est être vraiment à l'écoute de l'autre, je veux dire, ni devant ni derrière, je veux dire, marcher à son rythme. Et si raisonner, je veux dire, raisonner au sens musical du terme, hein, oui, bien sûr, à la souffrance de l'autre, mais sans la prendre en charge, hein, tout en restant dans ma propre histoire. Hein, sinon, je ne serais pas vraiment aidante, bien sûr. Hein. Donc cet accompagnement, je veux dire, c'est aussi le lien qui nous unit, nous autres, la grande famille humaine, hein, je veux dire, de pouvoir être en lien dans des moments difficiles. Hein. Aujourd'hui, c'est toi, demain, peut-être, ce sera moi. Hein. Et ça me fait penser d'ailleurs à une petite phrase, il faudrait que je la retrouve, je pense que je l'ai notée quelque part. Une petite phrase, Joanne, que tu as dite il y a longtemps, mais qui m'avait beaucoup marqué dans un contexte un peu similaire, où tu avais dit, oui, je l'ai là, je vous prête mes forces en attendant que vous retrouviez les vôtres. Et je trouve ça tellement beau et tellement juste et tellement à sa place dans ce contexte-là. C'est notre commune humanitude, j'ai envie de dire, hein, qui est en jeu dans ces moments-là. Et puis, l'écoute, c'est certain, je veux dire, c'est Rosette Poletti, je pense, qui disait « l'écoute, c'est l'art du silence hein. ». Oui, l'art du silence, effectivement, hein, je veux dire, de pouvoir rester là et être totalement disponible et faire de l'espace pour la personne qu'on va accompagner, hein, qui est là en notre présence. Et j'ai une autre petite citation que je cherche, mais celle-là, je prends mon petit cahier parce qu'elle est assez longue. Elle est assez longue, je suis tombée dessus l'autre jour, je veux dire, il y a peu de temps, d'un monsieur que je ne connaissais pas, David Goudreau, qui est un travailleur social et qui est aussi romancier et poète. Hein, donc, on va dire qu'il a l'art des mots, hein, entre autres. Et alors, il dit ceci, à propos donc de l'écoute. Je pense que le plus difficile pour écouter, c'est de ne pas tomber dans le piège de la recherche de solutions. Écouter, c'est d'abord un geste de retenue. Se retenir d'intervenir. C'est un verbe d'action, mais c'est aussi un verbe d'accompagnement. On peut écouter en silence, reformuler à l'occasion pour être sûr d'avoir bien compris, mais il faut surtout éviter de prendre le contrôle de la situation. Si la personne nous fait assez confiance pour nous confier sa détresse, il faut lui faire assez confiance pour l'accompagner jusqu'où elle veut aller. Et donc, vraiment, moi, ce qui m'a beaucoup touchée dans cette citation, c'était, entre autres, le geste de retenue, hein, de ne pas prendre le contrôle hein, et écouter, recevoir, accueillir, entendre. Hein. Et je pense que c'est quelque chose dont les personnes en deuil, les personnes malades, les proches aidants ont tant besoin, être entendus. Hein, être entendus. Et puis, vous parlez justement des personnes que j'ai pu accompagner aussi, je veux dire, qui sont des personnes malades, hein, comme Joanne le mentionnait tout à l'heure, des personnes malades, oui, du cancer ou d'autres maladies invalidantes, potentiellement mortelles. Hein, et vous parlez aussi de leurs proches aidants. Et pour vous parler des personnes malades, spontanément, il m'est venu quelqu'un à l'esprit, sans que j'aie besoin de chercher longtemps. C'est une jeune femme que je rencontre au tout début de la maladie. Elle vient juste de recevoir un diagnostic. Elle a fin trentaine et elle vit seule. Elle a une maison, elle vit seule et
Mais elle a énormément d'amis, et assez rapidement, je comprends pourquoi. C'est une jeune femme tellement attachante, beaucoup d'amis. C'est une jeune femme aussi qui consacre beaucoup de son temps et de son énergie au chant. Donc, elle prend des cours de chant, elle chante en solo. Depuis qu'elle est enfant, elle chante dans toutes sortes de chorales, elle chante à l'église le dimanche. C'est une bonne partie de sa vie. Une autre partie de sa vie, c'est de s'occuper d'enfants qui ont des difficultés scolaires. Donc, une jeune femme au grand cœur, une jeune femme très touchante, attachante. Elle apprend malheureusement qu'elle est atteinte d'un cancer rare. Qui dit cancer rare dit peu de traitement, un peu de traitement validé, on va dire. Et donc, son oncologue, malgré tout, va lui proposer, je veux dire, une chimiothérapie dont il pense que peut-être il pourrait avoir certains résultats. Et effectivement, ça s'avère être le cas au début. Je veux dire, effectivement, un léger mieux, etc. Mais malheureusement, ce léger mieux ne va pas durer très, très longtemps. Et donc, cette jeune femme, graduellement, je vais la voir arriver d'abord sur ses deux jambes, et puis avec des béquilles, et puis ensuite en fauteuil roulant. Et à chaque fois qu'elle reçoit une mauvaise nouvelle, je la vois qui reçoit ce choc en plein cœur, et à chaque fois reprend son bâton de pèlerin, et à chaque fois avec courage remonte la pente et trouve encore des moments et des raisons de vouloir vivre et de vouloir apprécier les moments qu'elle peut encore apprécier, etc. Sa maman est décédée un an et demi plus tôt, à peu près, d'un cancer. Et son père et son frère, oui, sont là, je veux dire, sont là, la soutiennent d'une certaine façon, mais en même temps ne sont pas forcément disponibles, je dirais, émotionnellement, ce qu'elle trouve difficile. Hein. Donc, ils vont être là beaucoup dans des choses matérielles, je veux dire, qui vont effectivement la soulager. Et puis, arrive un temps où la maladie a tellement progressé qu'elle rentre en maison de soins palliatifs. Et là, du fond de son lit, elle me dit « Claire, je veux organiser une grande fête pour mes 40 ans. » Elle m'en avait parlé au préalable. Et là, je vais dire, elle va organiser du fond de son lit sa fête pour ses 40 ans, avec bien sûr le soutien de ses proches amis, mais néanmoins, réserve la salle, réserve les petits fours, enfin fait tout ce qu'il y a à faire. Et nous allons nous retrouver près d'une centaine pour ses 40 ans, dans cette salle décorée, et où à un moment donné, je veux dire, elle est assise dans son fauteuil roulant, elle a sa bonbonne d'oxygène juste à côté, elle enlève son masque et elle va nous chanter des morceaux tellement touchants, tellement une voix chaude, une voix extraordinaire. C'est absolument un moment inoubliable. Inoubliable pour tous ceux qui auront été là, qui l'auront accompagné jusqu'au bout. Jusqu'au bout, cette jeune femme rentre le soir à la maison de soins palliatifs et elle va décéder 2 jours plus tard. Après cette fête organisée, elle m'a dit « Je n'ai plus de projet, c'était la dernière chose que je voulais vivre. » Beaucoup d'émotions encore là quand je vous en parle. Je veux dire, de cette jeune femme si courageuse, si attachante aussi, et à laquelle je pense régulièrement, comme à bien d'autres, mais tout particulièrement. Donc voilà, je veux dire, l'histoire de cette jeune femme cantatrice. Et puis, je vous parle aussi de l'accompagnement. En fait, disons que j'étais animatrice dans différents groupes de soutien pour des personnes atteintes de cancer, dans plusieurs contextes, que ce soit via la Société canadienne du cancer ou à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Donc, des groupes de personnes qui, en fait, des groupes de parole, je veux dire, qui sont atteints de cancer, soit qui sont au tout début de la maladie, qui viennent de recevoir le diagnostic, ou qui sont en cours de traitement, ou même qui sont atteints d'un cancer, comme on dit, métastatique, dont ils ne guériront pas, mais avec lequel ils peuvent vivre encore de longs mois, voire des années parfois. Ce qui me frappe, je veux dire, dans ces groupes d'échange, c'est à quel point, comment je dirais ça, tout de suite, les personnes se reconnaissent dans le sens que elles parlent de la même chose, elles parlent le même langage. Bien sûr, les histoires sont différentes pour chacun, chacune, mais il y a tout de suite
un lien, quelque chose qui se construit rapidement en deux, trois rencontres. Hein, et beaucoup de questionnements, beaucoup d'insécurité, beaucoup d'anxiété par rapport à la maladie, beaucoup de difficultés aussi souvent qui sont exprimées par les uns et les autres dans leur relation avec leurs proches. Leur relation avec leurs proches, la difficulté de se sentir compris, de pouvoir partager ce qu'ils ou ce qu'elles vivent. Hein. Donc il y a une distance qui se crée, on sent que c'est souvent douloureux, hein, je veux dire, pour les personnes qui sont là. Et en même temps, une capacité parfois aussi à accueillir le moindre petit moment de bonheur, je veux dire, la moindre petite pépite, hein, du jour. Et je me souviens en particulier de ce couple, lui ayant souffert d'un cancer mais étant en rémission, elle ayant un cancer non guérissable. Et ce couple avait eu une agence de voyage et avait circulé, je veux dire, à travers la planète maintes et maintes fois. Et là, aujourd'hui, hein, avec la maladie, je veux dire, ils partageaient avec nous combien ils avaient de plaisir à partir à la belle saison avec un petit panier de pique-nique sur la banquette arrière et juste aller s'asseoir au bord d'une rivière, dans un parc, au bord d'un lac, et que ça, c'était leur bonheur. Hein. Et puis aussi, ce qui m'avait frappé, ce qui me frappe dans ces groupes, c'est à la fois d'être témoin du soutien et du partage, hein, ensemble, de l'entraide. Hein. Un jour, c'est moi qui vais moins bien, le lendemain, c'est plutôt toi. Hein. Et puis, on avait, je pense que c'était venu d'eux, hein, je veux dire, commencer à partager des jolis textes, des histoires, des choses qui avaient été significatives pour l'un et pour l'autre. Donc, il y avait cette communauté, hein, qui était aidante, vraiment, je veux dire, pour eux, ils avaient toujours hâte de se retrouver. Et puis le désir et la nécessité aussi d'être très authentique, de dire les choses et d'appeler les choses par leur nom, hein, ne pas avoir peur de parler de la mort, de parler de la maladie, de parler de tout ce qui les habitait, et ce besoin, hein, comme je le mentionnais tout à l'heure, d'être entendu et d'être vrai, c'est une étape de vie, puis hein, Joanne, tu le sais bien, puis vous le savez sans doute, hein, je veux dire, besoin d'être sans phare, hein, il n'y a plus de personnage social. Hein, je veux dire, il y a l'être humain, je veux dire, et des êtres humains qui se soutiennent aussi mutuellement. Des beaux partages dans ces groupes, des beaux partages. Bien marquants. Et puis, que vous dire que à travers tout, peut-être les deuils que j'ai pu évoquer et bien d'autres, hein, je veux dire, qu'est-ce qui est commun, je veux dire, à tous ces deuils finalement? Quelle est la racine, hein, je veux dire, qui est vraiment commune à toutes les personnes, que l'on vive un deuil suite à un suicide, que ce soit d'un enfant, que ce soit d'un accident, d'une maladie mortelle, que ce soit dans toutes sortes de circonstances différentes. Hein, il y a néanmoins, je veux dire, cette perte de joie, hein, qu'on observe bien sûr, je veux dire, lorsqu'on est en deuil, et très souvent aussi le fait que les personnes ont l'impression d'être rentrées dans un tunnel sombre dont ils ne voient pas la sortie. Hein. Est-ce que, hein, parfois, je veux dire, j'entends, on me pose la question, est-ce que c'est normal est-ce que c'est normal que je me sente comme ça? Donc d'avoir besoin d'être rassuré, hein, sur cette réaction, sur ce comportement, sur ce besoin. Donc, oui, perte de joie, perte de sens, parfois aussi, hein, dans la vie. Je veux dire, à quoi ça sert? Parfois même, je veux dire, les personnes au tout début, hein, je veux dire, certains vont évoquer le fait qu'ils aimeraient retrouver, hein, la personne qui est partie, qui est décédée. Hein, donc, tout ça qui exprime bien sûr une immense détresse, une immense peine, hein, qui est surtout là, surtout tout début du deuil, je dirais. Et puis au fur et à mesure du cheminement, au fur et à mesure des différentes étapes, etc., je vois les personnes, je veux dire, graduellement reprendre un petit peu le cours de leur vie et dire des choses comme j'aurais jamais pensé être capable de passer à travers tout ça. J'ai réalisé que j'avais plus de force que je ne pensais. Des personnes aussi qui ne s'attardent plus tant, je veux dire, aux détails insignifiants, aux petites chicanes ou aux choses comme ça qui vont à l'essentiel, hein, dont les priorités ont
ont changé d'ordre d'une certaine façon, qui apprécient la vie, qui apprécient la moindre moment de bonheur, etc. Et qui, bien sûr, sont beaucoup plus conscientes de la fragilité de la vie. Hein. Donc, c'est un peu tout ça que j'ai pu observer, je veux dire, chez les personnes en deuil, hein, quel que soit donc le deuil, hein, le décès de la personne chère. Alors, j'ai quand même peut-être quelques mots que je souhaiterais dire, plus particulièrement au sujet du deuil par suicide, que j'ai rapidement évoqué tout à l'heure, mais le deuil suite à un suicide qui est très culpabilisant, si je peux dire, qui fait vivre, en tout cas, beaucoup de culpabilité. Hein, beaucoup la personne se sent responsable, se pose toutes sortes de questions. Hein, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je n'ai pas fait, ou qu'est-ce que je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu à quel point il ou elle était dans une telle détresse, hein, qui repasse un petit peu l'histoire et remonte dans le temps pour voir qu'est-ce qui aurait pu lui échapper, hein, pour éviter, je veux dire, qu'une telle chose se produise. Donc il y a toujours un immense pourquoi, hein, qui va rester en suspens et avec lequel les personnes en deuil vont devoir apprendre à vivre et apprivoiser graduellement. Et puis cet autre deuil aussi qui est particulièrement douloureux, hein, puis vous l'aurez compris sans doute, c'est le deuil suite à la perte d'un enfant. Que ce soit un enfant jeune ou un enfant plus âgé, hein, je veux dire, c'est, comme je le disais à propos de ce papa, je veux dire, c'est l'injustice, c'est un enfant a toute la vie devant soi, hein, on sait, on exprime ce genre de choses. Ou mettre, comme me disait quelqu'un, mettre dans la même phrase la mort et l'enfant, je veux dire, c'est pas possible, ça ne devrait pas exister. Hein. Et c'est pas dans l'ordre naturel des choses, même si on sait tous qu'on peut mourir à n'importe quel moment, mais néanmoins, je veux dire, c'est ça, c'est dans l'ordre naturel des choses, on s'attend à ce que ce soit, hein, les adultes, les parents d'abord, hein, qui s'en aillent. Donc ce sont deux deuils plus spécifiques et souvent plus exigeants, qui peut-être aussi vont durer davantage. Hein. Et c'est ça ce que je voulais souligner aussi. Je voulais revenir aussi à une chose que j'ai oublié de vous mentionner, c'est les proches aidants. Hein. Les proches aidants, parler un peu des proches aidants, parce que je vous ai parlé donc des personnes malades un petit peu à travers cette jeune femme, mais les proches aidants, je veux dire, sont des personnes essentielles, que ce soit plusieurs personnes de l'entourage qui va prendre soin de la personne malade. C'est souvent un rôle difficile, exigeant, souvent dans la durée. Hein, je veux dire, on peut être proche aidant pendant des semaines, des mois, voire même des années. Ce sont souvent des femmes aujourd'hui, mais pas forcément toujours, hein, qui vont prendre soin d'un parent, d'un conjoint, d'une conjointe, d'un enfant. Et proche aidant, c'est un rôle qui nous échoit, hein, qui n'est pas un rôle que la personne a forcément choisi. Et les personnes expriment souvent à quel point elles ont besoin, et puis on le voit rapidement, je veux dire, elles ont besoin de répit, elles ont besoin d'être reconnues aussi dans leur rôle, elles ont besoin de ressources, d'avoir des gens autour d'elles qui vont prendre soin d'elles. Hein, parce qu'on peut se poser la question un peu sous cette forme, qui prend soin de qui prend soin, hein, donc qui va prendre soin des proches aidants, qui en ont tellement besoin eux aussi. À un moment donné, j'avais une petite recherche à faire sur les proches aidants, puis donc j'avais lu un peu de littérature, articles, etc. sur le sujet. Et ce qui m'avait frappé de prime abord, c'est que le mot qui revenait le plus souvent, qui était accolé à proches aidants, c'était l'épuisement. Hein, l'épuisement des proches aidants. Un épuisement physique, bien sûr, mais vous l'aurez compris aussi, psychologique, émotif. Hein, beaucoup de stress et d'anxiété, de charge, de peur de l'avenir aussi. Hein, peur de ce qui s'en vient. Donc c'est ça un petit peu le rôle et la place des proches aidants. Et peut-être juste pour terminer, mentionner aussi que on parle souvent de l'usure de compassion, hein, chez les proches aidants. Usure de compassion, c'est aussi le terme qu'on utilise d'ailleurs souvent pour des personnes qui travaillent dans le domaine de la santé, dans le domaine de la relation d'aide. L'usure de compassion, hein, ça dit bien ce que ça veut dire. Je veux dire, la charge est trop lourde, est devenue trop lourde. Hein. Il y a une fatigue, il y a presque, je dirais, des symptômes un peu de dépression parfois. La personne est plus réactive, parfois plus agressive, moins d'empathie. Bref, c'est ça, elle est usée. Hein.
Et je vais vous laisser peut-être sur une petite citation que j'ai trouvée dans un livre, un joli livre qui s'appelle Grandir. C'est un livre écrit par une jeune femme qui s'appelle Sophie Fontanelle. Sophie Fontanelle est auteure et puis elle est écrivain et journaliste, je crois. Et dans ce livre, elle parle de l'accompagnement, je veux dire, du fait qu'elle accompagne sa mère vieillissante. Et elle dit ceci, je prends mon petit papier. Elle dit « Aider quelqu'un, je le sais maintenant, c'est avoir aussitôt soi-même besoin de secours. » Et effectivement, c'est avoir aussitôt besoin soi-même de secours. Hein, comme je le disais tout à l'heure, hein, qui va prendre soin de qui prend soin. Alors voilà peut-être qui termine cette présentation, hein, je veux dire, de différents sujets, mais qui avaient quand même un thème général. Alors, c'est maintenant peut-être à votre tour, si vous avez des questions, des commentaires, ou si vous souhaitez peut-être partager avec nous, où est-ce que vous en êtes, vous, dans votre deuil aujourd'hui? Comment ça se passe pour vous? En tout cas, je vous écoute, je suis là. Et Joanne aussi. Oui, oui. Je voudrais simplement indiquer, Joanne, si tu le permets, aux gens qui voudraient faire un commentaire ou poser une question, si je m'adresse au public, si vous regardez l'écran à votre gauche, vous allez voir une section où il y a un chat, là, une boîte de dialogue en fait. Alors vous pouvez entrer simplement vos commentaires ou votre question, puis ça me fera plaisir de la transmettre à Mme Foch et à Joanne qui pourront essayer de vous répondre ou d'apporter certains éclaircissements. Voilà. Bon, d'ici à ce que les questions arrivent, j'en profite en tout cas pour dire un grand merci à Claire parce que quel tour d'horizon. On a fait un grand tour d'horizon sur le deuil et même si on ne pouvait pas aller creuser avec chacun des sujets, on avait l'impression de faire une visite, un petit peu une rencontre avec chacune des personnes que tu nous as présentées à travers, à travers leur histoire. Puis je dirais aussi, bien sûr, tu l'as mentionné, leur courage, leur force de vivre. Et malgré l'épreuve qui est épouvantable pendant plusieurs semaines ou des mois, pour certains même des années, on sent le besoin aussi de cette proximité humaine. Et je pensais que on avait soif de t'entendre, de t'écouter. Et à cause de ça, ça m'a donné la réponse sur ton écoute à toi, ta capacité d'écouter l'autre, parce que tu nous as donné cette envie avec ta conférence. On avait envie de t'entendre et de t'écouter. Et ça fait du bien. Si nous, on était dans cette envie, c'est que c'est toi qui es capable aussi de l'offrir à ton tour quand tu rencontres les personnes qui ont besoin d'une présence aussi, parce que parler d'écoute, c'est aussi parler d'une présence à travers l'absence qui s'en vient ou l'absence effective qui fait mal. Et même si ce sont des histoires tristes, Oui. la joie profonde qui est à briller en attendant que l'épreuve retrouve un petit peu d'oxygène, de lumière et tout. Alors, cette joie ressurgit à l'occasion, sûrement quand on est accompagné, quand on est avec quelqu'un qui prend soin de nous à travers ce qui arrive. Alors, c'est... d'ailleurs, je voudrais juste dire aux gens qui nous écoutent, et peut-être tu auras l'occasion aussi, Claire, 2 capsules vont compléter beaucoup ce que tu dis ce soir, qui attire notre intrigue, notre attention, qui touche, comme tu le dis si bien. L'une de Rémi Tremblay s'appelle « Quand la joie essuie les larmes du deuil ». Cela devait être le titre de notre congrès cette année. Mais en l'absence du congrès, on en a fait des capsules en pièces détachées.
Et cet homme, si tu l'as peut-être entendu, vient nous parler de ce qui existe tout au fond de nous après qu'on a traversé nos peurs, nos peines, nos manques. Qu'est-ce qu'on trouve au bout de tout ça, un peu comme tu le disais, au bout de ce fameux tunnel de souffrance? Il y a ce que lui appelle notre joie profonde qui est toujours là, Oui. et qui nous attend. C'est nous qui l'attendons, mais c'est elle qui nous attend au bout de ce grand chemin. Alors, il y a ça comme capsule, et il y a la très belle capsule de Joanie Lacroix, qui elle-même est une jeune maman ayant perdu 2 bébés, 2 jeunes enfants. Et ce rayon de soleil qu'elle procure, même à travers son récit qui nous fait verser des larmes, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est à l'écouter, à la voir, qu'on sait qu'un jour, on ira mieux. Oui. Et à écouter Rémi aussi, et à écouter une personne comme toi, on sait que quelqu'un est là, quelque part, une main tendue. Et on a vécu ça, des personnes qui ont traversé la maladie ou la perte. On cherche cette main tendue, cette oreille qui écoute, cette présence qui ne fuit pas, cette présence qui est là, cette présence qui partage simplement la bonté. Pour moi, le mot bonté, le mot présence, écoute, ce sont des mots qui prennent tellement leur valeur et leur force dans les moments éprouvants. Et on ne se trompe pas avec une bonté, bien sûr avec l'art d'accompagner, parce que c'est quelque chose qu'il faut toujours parfaire, mais cette bonté qui est simplement d'être là et offrir le tout petit peu qu'on peut offrir, c'est très précieux quand on souffre, quand l'autre souffre. Alors, je voulais quand même dire ça, Claire, et demander si on a une question en attendant, et sinon, je sais que toi et moi, on va pouvoir encore continuer Oui, à alors élaborer. quelques questions. Une première, on demanderait de repréciser, à Madame Foch, s'il vous plaît, vous avez mentionné le nom d'auteurs qui ont été cités pour la définition de l'écoute. Oui, tout à fait. Alors, il s'agit de David Goudreau. Oui. David Goudreau, donc le travailleur social dont je parlais, et lorsque j'ai cité, fait cette citation de sa définition à lui de l'écoute. Hein, donc, c'est lui. Puis, est-ce qu'il y a, j'ai cité sinon Sophie Fontanelle dans son livre Grandir. Et puis, je pense que c'est tout. Et on demande aussi si vous aviez des suggestions, des références pour des ouvrages qui traiteraient d'en fait, pour aider des gens qui ont perdu un enfant. Des gens qui ont perdu un enfant. Ah, là, il faudrait vraiment, je vais dire, aller. Il y a une ressource que je donne souvent, je veux dire, c'est les bibliothèques au Québec ont maintenant, pour la plupart, une ressource qu'ils appellent Biblio-aidant. Biblio-aidant, et les bibliothécaires regroupent par thème différents ouvrages, que ce soit des romans, des documents, que ce soit des livres pour enfants, etc. Et donc, il en existe sur le thème du deuil, il en existe sur le thème de la maladie, de cancer, il en existe en tout cas toutes sortes. Donc, je suggérerais d'aller voir directement à cet endroit-là. Sinon, il ne m'en vient pas là tout de suite. Peut-être que je peux t'aider parce qu'il m'en vient comme ça à l'esprit. Okay. Mais c'est une très bonne référence que tu viens de nous donner là, parce que sans doute qu'on va les retrouver sur le site.
parfois j'ai le titre, parfois j'ai le nom de l'auteur, parfois j'ai les deux. Mais aujourd'hui, hein, on sait qu'en tapant le titre ou en tapant l'auteur, on a tout ce 3 qu'il faut. premières lettres, c'est bon. Oui, 3 premières lettres et on y arrive. D'abord, un livre dans lequel j'ai participé sur les mamans qui perdent des bébés, soit morts à la naissance ou en tout cas à très, très bas âge ou autour de la naissance. Ça s'appelle Quand la grossesse ne tourne pas rond. Donc, c'est un collectif de mamans et de papas qui s'expriment sur leur deuil. C'est vraiment très, très bien avec un médecin qui donne l'aspect médical de ce qui s'est passé. Et j'ai donné simplement quelques réflexions psychologiques sur cette perte qui est quand même très, très grande pour les jeunes mamans et les jeunes papas d'ailleurs. Alors, il y avait celui-là, il y avait le livre de Richard Cummings, Michael, mon fils. N'oubliez pas cette belle citation que je me plais à répéter à qui veut l'entendre. C'est le sous-titre de son livre, tout ce que j'ai appris avec toi me permet maintenant de vivre sans toi. Et ça, c'est le livre de Richard Cummings qui a perdu un jeune garçon de 12 ans. Il y a aussi La chambre vide. Oui. Je n'ai pas l'auteur en tête, mais c'est une jeune maman aussi qui avait préparé la chambre pour un enfant à venir et qui est revenue les bras vides avec pour seul projet briser un petit peu, pas briser, mais au contraire, mais essayer de rénover la chambre autrement, de la préparer autrement, de lui donner une autre mission, cette chambre, que celle que d'accueillir l'enfant qui ne viendra pas. Ça, ce sont les titres comme ça qui me viennent, mais c'est fameux de pouvoir aller juste même taper livre sur la perte d'un enfant. Exactement. J'allais dire aussi l'organisme à l'hôpital Charlemagne, les rêves envolés. Hein, les rêves envolés, je veux dire, là aussi, il y a un site internet et possibilité de trouver différents titres, hein, donc qui organise à la fois des groupes de soutien pour les parents, je veux dire, qui ont perdu un bébé, et un peu comme je le mentionnais tout à l'heure, des groupes aussi de parole pour les parents qui souhaitent avoir un autre enfant après le deuil d'un premier enfant, donc d'une grossesse qui n'a pas pu aboutir, si on peut dire. En ce qui concerne, vous aviez cité David Goudreau plus récemment. Donc, si les gens regardent dans la boîte de dialogue à la gauche de votre écran, certaines personnes, certains invités nous ont donné la référence. Donc, ou en tapant simplement dans Google David Goudreau. Voilà. Oui, c'est un grand poète québécois en passant. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'ai découvert, moi. J'ai découvert, puis en fait, j'ai lu cette citation dans une entrevue, je veux dire, qu'il a donnée, et c'est pour ça que je m'étais arrêtée et je l'ai gardée. Oui. Oui, et quelqu'un fait la mention de les rêves envolés. Oui. Alors, ça vous dit quelque chose de Suzy Fréchette-Piperny? Exact. Oui. Ouais. Suzy Piperny-Fréchette. Oui. Qui a écrit un beau livre sur le sujet. Oui, tout à fait. Je crois, hein, Claire? Hein? Infirmière? Elle est Oui, infirmière, effectivement, puis qui s'est spécialisée, puis qui a mis sur pied cet organisme il y a des années, et qui ensuite, je veux dire, à travers tous les accompagnements qu'elle a pu faire de parents, etc., je veux dire, a écrit donc son livre qui est une belle référence, effectivement. J'aimerais que vous nous disiez, je m'adresse à vous deux, un mot. On vit tous collectivement au Québec, malheureusement, un autre drame avec ce qui est survenu durant le week-end à Québec. Donc, on sent que beaucoup de gens, bien sûr les gens de Québec, mais tout le Québec, je dirais, mais pas simplement la ville, mais aussi la province, on est affecté par ce qui se passe là. Alors, comment on peut réagir à ça, surtout en temps de confinement, avec tout ce qu'on a vécu, tous ces défunts qui sont partis, près de 6000 défunts et plus au Québec en quelques mois, c'est dur. Alors, comment on peut réagir à ça? Comment on peut aider les gens qui voient ça comme, encore une fois, un autre de plus? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, je pense qu'effectivement, je veux dire, il y a quelque chose où parce qu'on est confiné, parce qu'on est dans le contexte dans lequel on est depuis des semaines, mais maintenant des mois, je veux dire, tout ce genre
de nouvelles, de drames, etc., je veux dire, prend encore plus d'ampleur, vient appuyer sur quelque chose qui est déjà existant, cette anxiété, cette tension. Donc, on a l'impression subitement que le monde devient plus violent. On est plus aussi peut-être porté à écouter les informations, à écouter, je veux dire, hein, tout ce voilà, tout ce qui nous est traduit, donné, etc., lors des bulletins. Et ça vient appuyer sur une fragilité, sur quelque chose où on se sent peut-être moins en sécurité. Les temps sont moins comme ça, je veux dire, parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va, on ne sait pas très bien quand ça va finir, donc beaucoup de points d'interrogation. Donc je pense il y a quelque chose qui est plus exigeant. Donc vraiment prendre soin de soi, et comme moi je parle souvent d'hygiène de vie, mais d'une hygiène de vie qui consiste à se faire du bien, ou comme j'entendais l'autre jour quelqu'un qui disait se faire du bien et voir du beau. Hein, je veux dire, deux choses qui viennent nous mettre un peu un baume dans ces moments difficiles. Hein. Donc je pense que c'est vraiment regarder de ce côté-là. C'est pas du tout d'être dans le déni de quoi que ce soit, mais regarder aussi et nourrir la vie, nourrir la vie. Oui. Oui, merci pour cette réflexion. Puis je rajouterais, en fait, ce qui est difficile, Alain, je crois, c'est que on s'identifie à ces personnes. On se dit, ça aurait pu être moi. Hein? On y va à Québec, on adore cette ville, on marche dans ces belles rues. Et puis, ça pourrait arriver dans n'importe quelle ville, mais là, on parle de ce drame qui vient d'arriver. Alors, on s'identifie aux personnes d'abord qui ont subi une telle agression et qui finalement décèdent. On se met à la place des proches qui apprennent soudainement leur décès et dans quelles circonstances. On se met à la place des parents de cet être qui a commis le pire et on se dit, comme ça doit être dur de penser que son fils ou son frère ou quelqu'un de la famille a pu commettre quelque chose comme ça. En fait, c'est très, très proche ou très près de nous dans un sens, et puis on est touché. Et ce qui est beau à travers ce qui est dur, c'est de voir les personnes qui tout de suite ont besoin de mettre des mots, de dire qui elle était, la personne qu'on a connue, ce qu'elle faisait, de nous montrer son sourire, de nous montrer que sa vie a eu du prix, de nous montrer qu'elle est morte et que nous devons être dans une empathie collective et aussi dans une gratitude infinie pour tout ce qui nous est donné à chaque jour de vie, au fond, à chaque jour se lever, se sentir en vie et se dire, je ne sais pas qu'est-ce qui arrivera, mais ne pas devenir non plus juste, comment dire, dans une anxiété ou dans un stress de l'inconnu, mais toujours faire confiance jusqu'à preuve du contraire. On ne sait pas, on ne sait pas. Personne ne sait. Si on est en santé, on peut tomber malade. Si on traverse la rue, on peut se faire frapper. Nous ne sommes à l'abri de rien. Et je crois que ce que ça nous dit, c'est vraiment, soyons bienveillants les uns envers les autres. On ne peut plus beaucoup se sourire avec les masques. Il faut presque apprendre à se sourire avec les yeux. Ce que j'aime finalement du contact virtuel, c'est qu'on revoit nos visages. Ils ne sont pas masqués. Et puis le visage, ça fait du bien. Vous avez vu avec le récit de Claire et l'enfant qui dessine un visage dans une assiette. Quelle d'ailleurs merveilleuse idée de faire ça comme ça. Mais lui, le seul repère qu'il a pour dire l'émotion, c'est le visage. Et comme nous avons notre côté enfant toute la vie, on est capable, nous aussi, d'exprimer par les images, par les dessins, par les souvenirs, par les représentations, les symboliques. Et le visage en dit long. Le visage de quelqu'un, c'est unique.
même quand on est jumeaux, hein, on essaie vraiment de trouver la petite affaire qui pourrait les différencier. Ouais. Mais le visage a quelque chose de fantastique, d'unique. On s'ennuie du visage de l'autre. Les endeuillés, je crois que quand ils s'ennuient, ils voudraient voir le visage de celui ou de celle qui n'est plus. Alors, pour revenir à ces événements, je pense au maire de Québec qui avait l'air vraiment euh, euh, brisé par cet événement. Ben, il a refait le chemin pour essayer de comprendre, pour essayer de voir dans sa ville comment est-ce que l'horreur a pu survenir à travers tant de beauté. Eh bien, c'est ça. Lui, sa façon de nous dire sa peine, probablement, c'était je vais marcher dans les pas de celui qui ne savait plus ce qu'il faisait pour essayer de voir jusqu'où ça l'a mené et pour que moi, vivant, je puisse m'incliner devant la porte de celui ou de celle qui est disparu. Alors, je crois qu'il a remplacé ce qu'on aurait tous voulu faire, marcher ensemble sur les pas des familles qui vont accompagner, dans les pas des familles qui vont accompagner les êtres qui sont partis si soudainement, si brutalement. Alors, c'est dur tout ça, puis ça nous cause des peines et du stress, et c'est pour ça que c'est important de se soutenir, de s'entraider, de s'aider, d'écouter, de partager des choses, de s'écrire un petit mot, de se dire merci, de se dire bravo, de se dire j'ai lu ton truc, j'ai écouté ta chanson, j'ai écrit pour toi cette chanson. Euh, c'est formidable, cette dame, Claire, qui chantait 2 jours avant sa mort. Elle a voulu offrir, c'est ça. dernière secousse d'une joie profonde au fond d'elle, Ouais. la dernière lumière de vie, sa voix, sa voix. Elle a offert ça à tout le monde. Ça ne peut pas être plus beau. Quelqu'un qui chante pour celui ou celle qui meurt, ou courant, qui chante pour nous, ceux qui restons. C'est le grand cadeau. Pour moi, le chant, on l'a dit, prier, c'est chanter. Chanter, c'est prier. Et vraiment, à travers le chant, je crois que nous nous retrouvons, même les personnes qui souffrent d'Alzheimer et qui apparemment ne sont plus présentes. Quelqu'un me disait encore, j'ai juste à donner 3 mots d'une chanson, elle chante avec moi, toute la chanson. Ben ça, ce sont les mystères et les forces de la musique qui, comment je dirais ça, prennent la place d'une parole impossible. Et la musique nous fait vibrer dans tout. Et on est en train de créer par toutes sortes de moyens de nouvelles façons d'être ensemble, parce qu'on sait que vivre, on ne vivra pas que pour nous. On vit parce qu'on vibre aussi à ce qu'on apprend avec les autres, à leur contact. Et ce contact-là, encore une fois, grâce à ce que le Repos Saint-François met sur pied à travers ses rencontres, il y en a d'autres, mais puisque nous sommes dans celle-ci ce soir, j'en fais l'éloge pour dire comment c'est important de se retrouver. Et j'espère que ça vous apporte à toutes les personnes qui nous écoutent, mais je dois dire que ça m'apporte beaucoup, moi aussi. Ceux que j'invite, ceux et celles que j'invite, j'ai toujours envie de les entendre et s'il le faut, de les réentendre parce qu'on n'entend jamais la même chose. Une première, une deuxième, une troisième lecture, une troisième écoute. C'est fou ce qu'on n'avait pas entendu la première fois. C'est pour ça que c'est fameux de les enregistrer et de les mettre disponibles pour qu'on aille chercher l'essentiel pour soi. D'autres questions? Ben, on a
En fait, il n'y a pas d'autres questions directes, mais je voudrais en profiter avant de céder le mot de la fin à Joanne. D'abord, de remercier notre invitée, Mme Foch, merci beaucoup. Et merci à toi, Joanne. Et comme Joanne vient de le dire, le repos Saint-François d'Assise, depuis déjà la 5e année, on a mis en place différentes formes d'accompagnement selon les moyens du bord, mais accompagné et guidé avec un grand phare, celui de Joanne, qui nous accompagne depuis ce temps-là. Et on vous a concocté des textes, des brochures, des soirées sur le deuil, des colloques, maintenant virtuellement, et ce tout nouveau site aussi, InfoDeuil. On souhaite faire notre part et l'objectif, il n'y en a qu'un seul, c'est comme je le disais, faire une petite part en espérant que ces mises en place-là vous accompagnent et puissent vous aider dans tout ce travail, et surtout dans une période comme cette année, ça prend tout son sens, dans une période très difficile pour chacune d'entre nous, et en plus ceux qui ont perdu des êtres chers, et Dieu sait qu'il y en a eu beaucoup, et privés aussi des contacts. Alors moi, en ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous à nouveau le 7 décembre. Ça fait 2 ans qu'on tient à faire, Joanne et moi, une soirée en décembre parce qu'avant ça, on ne le faisait pas. Mais on s'est dit, à la veille des fêtes, on sait que les fêtes, c'est une période qui n'est pas facile en général et qui plus est quand on vient de perdre quelqu'un. Et encore une fois, cette année, ça prend d'autant plus son sens avec l'isolement de chacune d'entre nous à cause de la pandémie, en fait. Donc, on sera avec vous le 7 décembre. Joanne sera là. On vous annoncera l'invité dans les prochains jours sur notre nouveau site infodeuil.ca. Et voilà, donc c'est un rendez-vous. Merci à tous d'avoir été là. Et je cède la parole à Joanne pour le mot de la fin. Oui, alors encore une fois, j'aimerais vous dire que ces rencontres allument peut-être une petite lumière dans le ciel noir du mois de novembre. C'est un mois aussi qui est difficile parce que, en effet, on sait qu'on s'en va vers l'hiver et tout, mais on sait aussi que le printemps nous attend. Et puis, le mot de la fin serait certainement pour moi l'espérance, l'espoir, qui est un mot qui m'habite toujours, malgré le chagrin qui aussi retentit en moi avec tous les événements, mais aussi cet espoir. Hein. Qu'est-ce qu'on espère? Eh bien, on espère du courage de traverser ce qui nous arrive. Rémi Tremblay dirait, détendez-vous et accueillez tout, les joies, les peines, accueillez ce que la vie nous impose, ce que la vie vous propose. Accueillez vos projets, mettez-les juste un petit peu de côté si vous ne pouvez pas les réaliser maintenant. C'est ça la joie, avoir des projets, aimer. Beaucoup de personnes divisent leur amour avec des rencontres précieuses, avec une intimité, l'intimité d'une seule personne, avec la présence d'un animal qui fait du bien, qui met de la vie dans la maison, avec, encore une fois, cette musique qui est toujours au bout des doigts lorsque on veut entendre un concert, on veut entendre un compositeur qui s'est arrêté pour écrire une mélodie et nous la faire un jour chanter, nous la faire danser, nous la faire chanter à notre tour, ensemble, en chœur. Et c'est pour ça que tout ce qui existe, tous les bonheurs qu'on a connus, que l'on porte en dedans de nous, ils sont présentement en attente, sur pause. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont sur pause qu'ils sont absents. Ça reviendra en force, j'en suis certaine. Ça nous prend du courage. Et puis si vous êtes comme moi, bon, demain, j'ai une autre mission, juste un peu avant les élections américaines.
Et j'ai bien hâte de voir ce qui va en arriver de tout ça, parce que les gens aussi là-bas sont inquiets, inquiets de tous ces morts qui n'arrêtent pas euh, de nous être, comment dire, partagés comme nombre à chaque jour, et c'est époustouflant, c'est effrayant. Et puis, c'est dommage, tantôt j'ai parlé de la bonté, parce qu'on a besoin de bons mots aussi euh, qu'on veut entendre et qu'on veut adresser, plutôt que des mots qui sont irrecevables parfois qu'on entend et qui sont de plus en plus présents dans les réseaux et même chez des personnes qui sont supposées être des autorités de référence et qui deviennent des êtres finalement qui nous déçoivent tant, qui nous découragent. Alors, il ne faut pas se décourager. Il faut puiser dans notre capital d'amour pour un jour, hein, le partager avec tous ceux que nous allons rencontrer. Alors, je vous salue et surtout, je vous souhaite des belles semaines jusqu'au 7. Claire, merci tour d'horizon de toutes ces personnes, juste assez pour nous les faire aimer en quelques secondes. Ça ne prend pas de temps à aimer. C'est pas long. C'est pas long. On les a vus. Moi, j'ai vu leur visage. Et ça, c'est parce que j'ai senti à quel point tu les avais intégrés dans ton cœur. Et tu les as accompagnés. Puis, nous aussi, on les accompagne au loin grâce à toi qui nous a partagé des petits bouts de leur vie. Alors, je t'embrasse, Claire. Merci. J'embrasse les Merci gens tout qui le monde. écoutent parce que ça fait du bien. On a le droit de s'embrasser à Oui, distance. tout à fait. Profitons-en parce que, mon Dieu, qu'on a besoin Oui, de donner un petit bisou ou mais de oui. faire un câlin. Ou faire, Joanne, comme font les petits qui vont embrasser sur l'écran. Je veux dire, de temps en temps, ils vont Oui, directement. oui, c'est ça. Portez-vous bien, prenez soin de Portez-vous vous. bien. Merci à vous deux pour l'invitation. Merci à tout le monde. Et puis, Merci. ce n'est qu'à Bonne très soirée. bientôt. Oui, merci beaucoup à tous. Bonsoir. Au Bonsoir. plaisir. Merci.